Dans ce chapitre, on va travailler sur les ressources naturelles de notre environnement. J'en ai choisi 3 principalement dans la leçon, le pétrole, l'eau et les sols. Pour commencer, le pétrole, son utilisation dans les transports évidemment, on met de l'essence, du diesel dans divers véhicules. Pour le chauffage, chauffage au fioul avec des chaudières. Et ensuite, évidemment, le pétrole est utilisé dans plein de dérivés, notamment dans les dérivés plastiques ou pour la fabrication aussi des fibres textiles. Donc en fait, dans notre vie de tous les jours, on l'utilise énormément. La formation du pétrole est un procédé qui est assez long. Si on commence il y a 100 millions d'années, on peut voir que les déchets des êtres vivants vont se déposer au fond des mers. Ces déchets vont ensuite, plusieurs millions d'années après, être mélangés à des sédiments, donc petites particules qui vont tomber au fond du sol, au fond de l'eau. Tout ça, ça s'enfonce, ça se tasse sous le poids, et au fur et à mesure, la pression va augmenter parce qu'il y a de plus en plus de couches et de plus en plus de poids. La température aussi augmente, ce qui va permettre l'élimination des atomes d'azote et d'oxygène. Il ne reste donc plus que des molécules formées de carbone et d'hydrogène, ce qui vont permettre la formation des hydrocarbures, soit liquides, soit sous forme de gaz, dans la roche ici, qu'on appelle maintenant la roche mère. C'est la roche qui est à l'origine de leur fabrication. 40 millions d'années, ces hydrocarbures, sous les contextes géologiques de compression, vont remonter vers la surface. Donc on voit ici des petites fractures dans la roche-mère et une remontée en surface. S'ils rencontrent au-dessus une couche qui est imperméable, ils vont être stoppés ici. Si ce n'est pas le cas, ils peuvent éventuellement remonter jusqu'à la surface du sol. On va distinguer 3 composés différents, le gaz, le pétrole et l'eau, qui vont, selon leur densité, être répartis plus ou moins haut. Donc l'eau, le pétrole et le gaz, qui peuvent éventuellement remonter en surface si la couche n'est pas imperméable, sinon il faut faire un forage pour aller jusqu'à la couche demandée. Donc on voit que ce processus est très long, il faut des millions d'années pour que cette énergie puisse être fabriquée. On parle d'énergie fossile et cette énergie, à l'échelle de l'homme, va être épuisable vu qu'elle met des millions d'années à se produire. Son utilisation et ses conséquences. Si on fait l'expérience de combustion de pétrole, on va se rendre compte que le gaz qui s'échappe et qui donc va tomber dans le tube à essai va provoquer le fait que l'eau de chaux va se troubler. Cette eau de chaux trouble est le témoin de la présence de CO2. On peut donc en déduire que si on brûle du pétrole, on va alors pouvoir fabriquer du CO2. Attention, petit point technique, on écrit grand C, grand O, petit 2, pas un grand 2, pas un 2 au carré en haut. Ça veut dire qu'il y a un atome de carbone et 2 atomes d'oxygène. Donc le 1, on ne l'écrit pas en fait, mais c'est comme si c'était C1O2. Quelle est la conséquence du coup de ce trop de CO2 ? En fait, il va participer à l'augmentation de l'effet de serre et donc du réchauffement climatique. En fait, qu'est-ce qui se passe ? De façon naturelle, le soleil va chauffer la Terre et ce sol va rejeter des rayons infrarouges. Et certains restent pour réchauffer la surface. Le problème des gaz à effet de serre, c'est qu'ils vont rester ici en surface, faire une couche très épaisse qui va donc bloquer ces infrarouges qui sont censés repartir dans l'espace. Et donc ils vont revenir à la surface du sol et chauffer de plus en plus. Donc à terme, ça peut être assez dangereux. Nouvelle ressource que l'on a étudiée, l'eau. Son utilisation, d'abord l'usage quotidien, peu pour l'alimentation finalement, mais beaucoup pour l'hygiène et le nettoyage de la maison avec un gros poste de dépense qui est le bain et la douche. Puis l'arrosage des cultures ou la boisson des animaux et le lavage de tout ce qui est ferme lié à l'élevage des animaux. On a vu le cycle de l'eau. Alors comment ça se passe ? On commence. Par exemple, vu que c'est un cycle, on peut le commencer à n'importe quel endroit. Par exemple, je commence dans la mer. La mer ou l'océan donc est chargée en eau et cette eau peut petit à petit s'évaporer sous forme de vapeur d'eau et grâce à la condensation former des nuages. Deuxième effet possible, c'est toute la biosphère qui est ici, donc l'ensemble des animaux et des végétaux aussi rejette de l'eau. Notamment pour les végétaux, on parle d'évapotranspiration. On y reviendra tout à l'heure. Cette eau sous vapeur d'eau donc est condensée au niveau des nuages et ensuite va tomber sous forme de précipitation, donc soit liquide, soit neige en fonction des températures. Ces précipitations vont ensuite ruisseler, donc s'écouler à la surface des reliefs pour ensuite éventuellement s'infiltrer à l'intérieur des roches qui seraient perméables. Perméables, on l'a vu en 6e, ça veut dire que l'eau peut entrer à l'intérieur. On crée alors des nappes souterraines et ces nappes souterraines, par exemple, ensuite peuvent sortir sous forme de résurgence, de sources ou de cascades pour repartir ensuite dans la mer.
Je vous parlais de l'évapotranspiration. Si on prend les végétaux, au niveau de la feuille, il existe un phénomène qui s'appelle la photosynthèse. La photosynthèse, c'est la fabrication de matière organique par les végétaux. Pour faire ça, les végétaux ont besoin de dioxyde de carbone, donc le CO2 qui rentre dans la feuille, on verra ensuite dans un autre chapitre comment en détail, de lumière. Grâce à tout ça, on fabrique de la matière organique, des sucres par exemple, comme les sucres de la pomme, mais il y a des déchets, comme dans toute réaction chimique, qui est l'oxygène et la vapeur d'eau. Et donc cette vapeur d'eau est responsable du phénomène d'évapotranspiration. Donc si je reviens sur mon cycle, il existe 3 grands réservoirs naturels qui sont l'hydrosphère, hydro c'est l'eau, biosphère c'est tout ce qui a trait à la vie, et enfin l'atmosphère. Attention, c'est un cycle. Donc il n'y a pas de formation d'eau nouvelle, j'allais dire. Bien que quand même, si on y réfléchit, la molécule d'eau va se séparer et se reformer au cours du cycle. Donc ça ne va pas être exactement les mêmes molécules d'H2O que l'on boit et que l'on reboit au cours de notre vie. L'utilisation de l'eau et ses conséquences. Alors, on peut, si on utilise trop d'eau, épuiser les nappes phréatiques, comme c'est le cas par exemple ici dans les 3 points rouges. Ces nappes phréatiques, leur niveau varie en fonction de la saison et souvent arrivées au niveau de l'été, elles sont au niveau épuisé. Enfin, troisième ressource, les sols. Donc pour produire nos aliments, on a besoin de cultiver des végétaux et d'élever des animaux. Et donc tout ça va nécessiter l'utilisation des sols. Donc on voit ici par exemple en mètres carrés la quantité de sol nécessaire pour chaque aliment. On voit aussi en bleu la quantité d'eau qu'il faudrait. Pour ces sols, du coup le problème c'est qu'il faut utiliser une grande surface pour produire à échelle mondiale. On voit que par exemple pour produire 1 kg de riz ou de pâtes, il faut 17 mètres carrés. Vous doutez bien qu'il n'y a pas qu'un seul kilo qui est produit dans le monde, il faut énormément de surface pour cultiver. Les conséquences, les conséquences c'est que si on utilise toujours le même sol pour cultiver, à force, on va épuiser la quantité d'éléments minéraux. Et donc ce sol va être de moins en moins fertile. Une autre conséquence, la pollution du sol par les pesticides. Pour produire énormément, on doit tuer les ravageurs et donc utiliser parfois des pesticides. Donc les pesticides malheureusement vont s'infiltrer dans les nappes phréatiques qu'on a vu tout à l'heure et polluer les eaux qui sont sous la terre. L'utilisation de pesticides va aussi perturber la biodiversité du sol. Donc les êtres vivants du sol vont aussi être touchés et être de moins en moins nombreux, alors qu'ils sont très utiles pour le recyclage de la matière organique, comme on l'a vu en 6e. Pour protéger l'environnement et préserver les ressources naturelles, on a utilisé, nous, comme ressources le pétrole, l'eau et le sol. On peut, pour pallier au pétrole, utiliser des énergies renouvelables, comme les éoliennes, les panneaux solaires, la géothermie et bien d'autres. Pour ce qui est de l'eau, on peut prendre des bonnes résolutions. On a vu que la principale utilisation, c'était pour l'hygiène. Donc on peut limiter le bain en prenant la douche, par exemple. On peut passer moins de temps sous la douche. Pensez bien à fermer les robinets, à bien remplir le lave-vaisselle et à réutiliser les eaux pour arroser les plantes, par exemple. On peut aussi utiliser le système de goutte à goutte qui va éviter d'utiliser inutilement des grandes quantités d'eau. Pour ce qui est de la préservation des sols, on peut utiliser la lutte biologique qui consiste à utiliser un insecte qui mange le ravageur. Donc si le puceron par exemple mange la sève des salades, on peut mettre dans notre champ des coccinelles et la coccinelle va elle manger le puceron. Donc ça va laisser la salade grandir normalement. On peut également utiliser le fumier des animaux pour l'engrais, c'est un engrais naturel, ou alors utiliser le compost des maisons dans les jardins. Ça évite d'utiliser des engrais chimiques.